Mesdames et messieurs, et vous les enfants, bienvenue dans une nouvelle face cachée des parcs. Et aujourd'hui, on s'intéresse à l'histoire très riche du jardin d'acclimatation. Bon alors déjà, il faut savoir que le jardin d'acclimatation n'est pas vraiment un parc d'attractions, ni vraiment une fête foraine. Parce que là, tu payes et l'entrée et les attractions. Voilà, c'est un concept. Allez, pour être tout à fait juste, le jardin d'acclimatation est loin d'être uniquement un parc avec des attractions. Il y a plein d'autres activités à faire, le jardin accueille aussi un bon paquet d'événements culturels, il est très agréable pour une balade en famille, donc voilà, il est tout à fait possible d'aller au jardin d'acclimatation sans faire les attractions et de juste payer l'entrée pour accéder au parc, quoi. Par contre, sachez que si vous y allez avec des enfants, il y a de grandes chances pour qu'ils aient envie de faire des manèges, forcément, même si c'était pas votre programme. Donc vous allez vite dépenser votre argent. Et si vous n'avez pas un gros budget, soyez sûr de bien briefer vos enfants en leur disant le nombre de manèges qu'ils seront autorisés à faire, ou alors... allez au parc floral, quoi. Au moins, vous taperez pas les caprices des gamins et vous passerez une meilleure journée. Alors actuellement, l'entrée est de 5,20 € pour toute personne de plus de 3 ans et chaque attraction nécessite 1 voire 2 tickets qu'on achète à 3 € l'unité au kiosque prévu à cet effet. Vous pouvez aussi acheter un pass illimité qui donne accès au parc et aux attractions à 35 € ou des carnets de 15 tickets pour 35 € et de 35 tickets pour 70 €. Et vous pouvez acheter tout ça soit en ligne, soit à l'entrée du parc, soit à l'intérieur du parc. Bon, sauf pour le pass illimité, étant donné qu'il comprend aussi l'accès au parc, je vous conseille de l'acheter avant de rentrer dans le parc, histoire de ne pas payer l'accès au parc pour rien, vous voyez? Mais bref, assez parlé des tarifs, faisons un peu d'histoire. Alors, savez-vous pourquoi ça s'appelle le jardin d'acclimatation? Eh bien en fait, à l'origine, lors de son ouverture le 6 octobre 1860, cet espace avait été aménagé à l'entrée du bois de Boulogne à Paris pour justement acclimater des animaux exotiques importés de l'étranger à Paris à des fins de divertissement. Le jardin d'acclimatation était donc à l'origine un zoo, ou plutôt une exposition d'animaux exotiques pour que les petits Parisiens friqués puissent découvrir autre chose que les chiens, les chevaux, les cochons et les pigeons. Alors pour resituer niveau historique, en 1860, on était encore sous Napoléon III, c'est d'ailleurs lui et sa femme, l'impératrice Eugénie, qui ont inauguré le jardin d'acclimatation. Napoléon III voulait implémenter à Paris un espace aménagé dessiné selon les modèles des jardins anglais, et le but était de faire du jardin d'acclimatation un espace culturel, ludique, d'ouverture sur le monde. D'ailleurs, en parlant de cette inauguration, sachez que le tout Paris était là. Il y avait Alexandre Dumas, Hector Berlioz, Théophile Gautier, Prosper Mérimée. Ça fait un petit peu plus rêver que Jean-Pierre Foucault et David Hallyday pour l'inauguration de Disneyland Paris quand même, non? Nous sommes deux pour ce faire car il y a beaucoup de travail. David Hallyday, bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre, comment vas-tu? D'ailleurs, les plus grands créateurs de l'époque ont bossé sur le jardin d'acclimatation, dont Georges Eugène Haussmann, le boss de l'architecture parisienne, darling. Bon, tout ça pour dire que le jardin d'acclimatation, ça date un peu, et les gens ne pouvaient clairement pas voyager aussi facilement que maintenant à l'époque. Donc il y avait peu de chances qu'un Parisien lambda ait déjà vu ne serait-ce qu'un raton laveur. C'est pourquoi à son ouverture, donc, le jardin d'acclimatation exposait des ours, des girafes, des kangourous et même des bananiers et des bambous. Et un an plus tard, on y ajoute aussi un aquarium. Malheureusement, le succès est de courte durée vu qu'en 1870, ça devient un peu galère à Paris à cause de la guerre. Il n'y a plus de bouffe, du coup, dans un premier temps, le jardin d'acclimatation sert de garde-manger où on met les troupeaux, puis quand il n'y a plus de troupeaux, c'est les animaux exotiques du parc qui passent à la casserole. Donc pour ceux qui se posaient la question, oui, l'éléphant, ça se mange. Je me demande si avec le confinement on va arriver à ça aussi. Vous croyez qu'il y a des chances qu'on bouffe les rhinocéros du zoo de Vincennes? À savoir que le jardin d'acclimatation a aussi servi de terrain d'entraînement pour les pigeons voyageurs. Et oui, même en temps de guerre, on garde le thème animaux, ma chérie. Après la guerre, le jardin est restauré et connaît alors un énorme succès. On ajoute pas mal de nouvelles activités pour redorer un peu son aspect culturel de base. Donc on ajoute des balades à dos de zèbres, de chameaux, d'autruches, une bergerie, une écurie, etc. On donne des concerts hebdomadaires et des conférences scientifiques. Et les espèces animales sont réimplémentées. Les visiteurs peuvent donc de nouveau admirer des espèces exotiques telles que des éléphants, des oiseaux et des noirs. Ouais, le jardin d'acclimatation a été un zoo humain. Alors faut savoir que même au 19e siècle, en plein fanatisme de l'exotisme, cette pratique faisait déjà couler beaucoup d'encre, surtout sachant que les êtres humains exposés étaient dans des cages comme les animaux. Ceux qui ont lu le dernier Hunger Games, je pense que vous voyez de quoi on parle. Le jardin d'acclimatation a tout de même exposé des Africains, des Indiens, des Lapons ou encore des Cosaques jusqu'en 1931, même si le nombre d'humains exposés avait déjà bien baissé depuis le début du XXe siècle. C'était une autre époque.
Vers les années 30, le jardin d'acclimatation s'éloigne de son aspect culturel et éducatif pour se rapprocher du parc de loisirs. Les animaux s'attirent plus assez, et les Parisiens qui commencent à s'habituer aux attractions avec Luna Park à Porte-Maillot et Magic City en bord de Seine, ils veulent des manèges. Le jardin d'acclimatation s'inspire alors du parc danois Tivoli pour proposer des attractions modernes et faire concurrence à Luna Park et Magic City. On ajoute aussi des spectacles de cirque, des projections cinématographiques qui étaient une véritable attraction à cette époque, des pataugeoires, des aires de jeu et un théâtre de Guignol. Ah là là, toute l'enfance de JB, ce théâtre de Guignol. Moi, je collectionnais les pierres incandescentes pour me divertir. Chacun son truc. Le parc plaît beaucoup mais doit se reconstruire après la Seconde Guerre mondiale. Dans les années 50, il évolue en, je cite, un parc de promenade, de loisirs, de plein air dont les attractions doivent avoir un certain caractère instructif, sportif et familial. Bah oui, on est en France, les parcs de loisirs qui ne contiennent pas quelque chose de culturel, ce n'est pas possible, malheureusement. Finalement, aujourd'hui, le jardin d'acclimatation a réussi à conserver son aspect culturel de base, et même si on n'y voit plus d'animaux exotiques, on peut y croiser certaines bestioles en liberté comme les pans. Côté ouverture sur le monde, fini les zoos humains, cette fois-ci le parc implémente plutôt des musées et des théâtres. Et dans les années 2000, le parc s'ouvre davantage à la culture asiatique en construisant une maison de thé ou encore un jardin coréen. Le jardin s'ouvre aussi au monde de la mode, darling, avec la fondation Louis Vuitton en 2006 qui a juste une architecture fabulous. Malheureusement, dans la dernière partie du XXe siècle, la popularité du jardin est en baisse, surtout à cause de l'arrivée de vrais parcs à thème en région parisienne comme Disneyland Paris et le parc Astérix. Bien que, assez ironiquement, le jardin d'acclimatation avait accueilli un événement spécial pour les 25 ans d'Astérix en 1984. Comme quoi... Well, well, well. How the turntables... En 2017, le jardin d'acclimatation entame une énorme phase de rénovation, surtout au niveau de ce qui s'appelait avant le village des manèges, consacré aux manèges justement. Déjà, il est décidé que toutes les attractions prendront un thème steampunk, sûrement pour se rapprocher de la culture française avec Jules Verne, et aussi en hommage au fait que le jardin date du 19e siècle. Ils ajoutent aussi un parcours santé qui correspond bien au mode de vie des Français 2.0, et l'eau est mise comme élément central du décor du parc. Avec cette rénovation, certaines attractions très appréciées du parc ont dû être un peu changées, comme les fameux papillons d'Alice. Quoi? Il n'y a plus les papillons d'Alice? Non, si, t'inquiète, ils sont toujours là, sauf qu'ils ont été rethématisés, donc maintenant c'est les souris mécaniques. Mais t'inquiète, ça reste un white mouse, donc tu auras toujours autant de bleu en sortant. Yeah! D'ailleurs, en parlant de manège, certains sont assez mythiques. Le petit train, par exemple, qui a été fondé en 1878, est le premier train à voie étroite à transporter de vrais passagers en France. Au début, il partait de la place de l'Étoile pour traverser le bois de Boulogne. Son tracé est vite repensé pour qu'il parte de Porte-Maillot. Il était à l'origine tiré par des poneys pour passer au moteur au XXe siècle, puis enfin à l'électrique au XXIe siècle. C'est une véritable capsule temporelle, ce train. Mais le train, c'est loin d'être le seul manège historique du parc. On a aussi la rivière enchantée, qui est un vestige de Luna Park, qui était plus ou moins le premier grand parc de loisirs français. De même, le carrousel qui se trouvait ici avant les rénovations de 2017 était un vestige du parc de la Toison d'Or qui a fermé ses portes en 93. Et la grande volière date de l'ouverture du parc, ce qui rappelle les racines du parc, c'est-à-dire présenter des espèces animales exotiques. Voilà, maintenant passons aux attractions. Alors, il y a en tout 45 activités, dont 22 qui sont de vrais manèges. Le reste, ça va plus être des promenades, des stands de style jeux de fête foraine ou des aires de jeu. Alors nous, on a un peu claqué tout notre fric pour faire le maximum d'attractions et on peut vous dire que depuis les rénovations, la qualité est réellement au rendez-vous. Ça se constate d'ailleurs quand on compare les nouvelles attractions toutes belles, toutes luisantes, toutes steampunkées, avec des vieux coucous comme ce cher dragon chinois qui a vraiment fait son temps. Du coup, voilà, on va vous lister nos coups de cœur. Alors déjà, premier manège qui capte notre attention dès l'arrivée, les Speed Rockets, un petit coaster qui met en scène des mini-fusées inventées par des voyageurs intersidéraux. Je sais pas vous, mais moi quand j'entends voyageurs intersidéraux, je pense toujours au générique de Sidera dans Loup. Sidera, Amazon fière et sculpturale, tu parcours les étoiles à bord de ta baleine spatiale. Sidera. Bon bref, alors pour la petite histoire, les Speed Rockets ont été conçus par la société allemande Gerstlauer qui ont aussi géré la construction de Pegasus Express au parc Astérix. Et ce qu'il y a d'original dans Speed Rockets, c'est qu'il s'agit techniquement d'un bobsleigh, mais avec un seul wagon au lieu d'un train entier. Ça permet d'implémenter des éléments en plus qu'il serait impossible à mettre en place dans une configuration de bobsleigh classique. Et si on ajoute à ça que Speed Rockets a un tracé unique en Europe, ça en fait mine de rien une petite attraction très originale qui est intéressante de tester. C'est fluide, amusant et adapté à toute la famille. Que demande le peuple? Ensuite, on vous conseille le Kinétorium, déjà parce que le nom est classe, et puis il y a un vrai storytelling, un vrai thème qu'on ne s'attend pas forcément à trouver au jardin d'acclimatation. L'histoire, c'est qu'un savant fou a créé des plantes mutantes prêtes à envahir les rues de Paris et franchement, à moins d'être Poison Ivy, c'est pas une super nouvelle. Ça sera donc à vous de vaincre les plantes dans une expérience interactive.
tous les décors à l'intérieur sont très beaux et Alterface, la société derrière l'attraction, spécialisée en attractions interactives à travers le monde, a réussi à créer des personnages avec beaucoup de personnalité, ce qui rajoute un côté immersif à l'expérience. Après, dans les classiques, on apprécie toujours autant l'Astrolabe qui était avant les sauterelles, et on dirait pas comme ça, mais ça fait de sacrées sensations, et la souris mécanique, ancien papillon d'Alice. Voilà, maintenant passons au bilan et on commence avec le positif. Déjà, on peut dire que le jardin d'acclimatation réussit très bien son pari d'allier promenade familiale, culture et loisirs. Il y a beaucoup à faire même si vous ne faites pas de manège, et le nouveau thème un peu steampunk du village des manèges ajoute vraiment quelque chose et un sentiment de cohérence, j'ai envie de dire. Le jardin d'acclimatation est aussi parfait si vous voulez une ambiance un petit peu fête foraine mais tranquille, pas comme la Foire du Trône par exemple où il y a beaucoup de bruit. Après, il n'y a vraiment aucune attraction pour les plus grands, ça reste 100% familial, mais il y a des manèges qui sont très sympas à faire. Le seul vrai point négatif, c'est que votre budget peut très vite exploser vu qu'il y a beaucoup de choses payantes et qu'avec des enfants, vous n'allez pas pouvoir leur dire non très longtemps quoi. Vous pouvez largement vous prendre une grosse journée pour ce parc parce que comme on l'a dit, il est très agréable, il n'y a vraiment pas que des manèges, donc juste pour une promenade, pour vous balader, pour respirer, pour prendre l'air au cœur de Paris, c'est vraiment parfait. Et c'est aussi un très bon moyen pour initier vos enfants aux attractions, pour les mettre sur leur premier coaster et leur faire vivre leurs premières sensations fortes. Niveau tarif, je vous conseille vraiment de prendre le pass illimité à 35 € parce que vous verrez que les 35 € vous allez très vite les atteindre, hein. Mine de rien ça va vraiment vite, on a envie de les faire les attractions même quand on est adulte, donc prenez le pass limité, comme ça vous êtes tranquille. Bon, vous l'avez vu, ce sont quand même des petits manèges, donc ça veut dire que quand il y a du monde, vous risquez de faire beaucoup la queue parce qu'il n'y a pas une grande capacité de nombre de visiteurs à l'heure, si vous voyez ce que je veux dire. Alors essayez vraiment de prendre un jour où vous savez qu'il n'y aura pas trop de monde, donc voilà, évitez les week-ends, les jours de vacances, les jours où il fait un soleil magnifique, tout ça, choisissez bien votre journée. Comme j'ai dit un peu plus tôt, il y a aussi beaucoup d'ateliers découvertes au jardin d'acclimatation, donc avant d'y aller, allez faire un tour sur le site pour voir quel atelier pourrait plaire à vos enfants, et inscrivez-les à l'avance. Niveau transport, bah franchement, on ne pourrait pas faire mieux, c'est simplement sur l'arrêt Les Sablons sur la ligne 1 du métro parisien. Donc si vous êtes parisien, bah, c'est facile, et si vous ne l'êtes pas, vous pouvez facilement y accéder. La ligne 1 c'est quand même la ligne la plus touristique, donc vraiment aucun problème à ce niveau-là. Et donc c'est mine de rien un parc que je conseille vraiment aux Parisiens si vous voulez juste vous déconnecter le temps d'une journée et que vous avez un peu la flemme de vous taper 2 heures de transport ou de voiture pour aller à Disney ou au parc Astérix. Niveau restauration, bon déjà on a des points snack où vous pourrez manger des crêpes, des gaufres, des barres à papa, etc. Et il y a aussi 6 restaurants qui ont tous des thèmes vraiment sympas, un petit peu axés culture française, etc. Les tarifs sont raisonnables et c'est vraiment très bon, ça change de la nourriture qu'on trouve généralement dans les parcs. Là encore une fois, pour le côté culturel, il y a un effort au niveau de la gastronomie, de la présentation, etc. Et enfin, s'il vous plaît, n'embêtez pas le pan, hein. Je voyais plein de gens qui allaient l'embêter, qui lui couraient après, des fois qui lui balançaient des cailloux. Respectez le pan, d'accord? C'est un animal noble. Le pan. Voilà, ben on espère que vous avez apprécié cette petite vidéo au jardin d'acclimatation. C'était la face cachée des parcs. À la prochaine. Oh, en plus, il y a les oies derrière. Oh, trop mignon. Oh, kawaii. Coupe Non, Coupe les oies. Coupe les oies.